Bienvenue à tous dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Xavier Panon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors Xavier Panon, vous êtes grand reporter, ancien rédacteur en chef à RMC et BFM. Vous publiez cet ouvrage, Drôle de président de Gaulle à Macron, 60 ans d'humour. Alors justement, parlons-en à propos d'humour, parce que quand on voit aujourd'hui l'état de la France, l'état catastrophique de la France, pourquoi un ouvrage sur l'humour avec les présidents? Vous pensez qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer? L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Et comme disait l'auteur célèbre ancien, mieux vaut en rire que d'avoir à en pleurer, effectivement. Pourquoi cet ouvrage en ce moment? Alors, à l'origine, j'avais envie, à titre personnel en réalité, de traiter l'humour, de faire l'humour depuis la première, enfin la Seconde République, depuis Louis-Napoléon Bonaparte. Et parce qu'il y a quand même des moments très savoureux, des propos qui m'amusent beaucoup, de Clémenceau, entre autres, enfin bon. Et puis l'éditeur, l'Archipel, a pensé que c'était mieux en période électorale de concentrer sur la Ve République. D'où ce bouquin. Alors, pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas une intention de prendre le contre-pied de la période dramatique actuelle. Il ne s'agit pas de détourner l'attention ou de faire croire que on ne vit pas en France, difficilement pour certains, et en Europe et dans le monde, tragiquement, hein. C'est vrai que l'actualité, en ce moment, enfin, le bouquin tombe en pleine guerre d'Ukraine. Ça n'est pas une intention, vous voyez, ce n'est pas pour détourner, encore une fois, l'attention. C'est simplement le fait que l'humour est une composante de notre vie, tout simplement, d'une part, et puis une composante aussi de la vie politique, une arme pour beaucoup de présidents. Donc, voilà, c'est le moment, on pourrait penser, c'est un peu ce que vous laissez sous-entendre, que peut-être le moment ne s'y prêterait pas, mais moi je pense qu'il n'y a pas de moment Hmm. pour trouver, pour non pas s'abriter, mais pour avoir recours peut-être à l'humour, sous diverses formes d'ailleurs. Alors, ça Ouais, parce part que- de Gaulle. Vous dites que l'humour chez De Gaulle est le plus complet de tous les présidents de la Ve République. C'est pas vraiment le trait de sa personnalité, l'humour qu'on aura le plus retenu. Alors, rafraîchissez-nous un peu la mémoire, Xavier Panon. Oui, eh bien, non, c'est vrai que je dirais que De Gaulle, effectivement, il coche, pour moi, d'ailleurs, en travaillant ce bouquin, qui est composé à la fois de souvenirs professionnels, sauf pour De Gaulle et Pompidou, parce que j'étais trop jeune, mais pour les autres, j'ai fréquenté les présidents dans mon activité professionnelle. Bon, l'incise mise à part, De Gaulle, que j'ai donc redécouvert à l'occasion de ce travail de documentation, de rencontre avec telle ou telle personne qu'il avait connue, je trouve qu'il coche toutes les cases du rire. Depuis d'ailleurs, ce qui fait pour moi le summum de l'humour, c'est l'autodérision. Et De Gaulle n'en a pas manqué, contrairement enfin, à la réalité du personnage, qui était souvent méprisant d'ailleurs, hautain, mais bon, c'est aussi la dimension historique du personnage. Euh, et donc, autodérision avec des formules que vous avez peut-être encore en tête, mais par exemple, moi, celle que je trouve une des plus belles, après son opération de la prostate, quand il dit avant j'étais la France, maintenant je suis un continent. Voilà, c'est quand même une définition d'autodérision qui colle assez bien, enfin qui est superbe, quoi. Euh, Autodérision, quand une circonstance difficile, après l'attentat du petit Clamart, il se prend quand même, je sais pas, 160 balles de mitraillette dans la voiture, et il constate simplement que ces gens-là tirent comme des cochons. Bon, ça, c'est une forme d'humour. Il y a aussi l'humour de ces conférences de presse qui sont restées célèbres. Euh, Au passage, d'ailleurs, c'est un humour qu'il préparait, qu'il travaillait beaucoup, hein. Ces conférences de presse, il les connaissait quasiment par cœur, au point même de dire je vais répondre à une question au fond de la salle qui ne m'a pas été posée, parce qu'il avait déjà préparé une réponse. Euh, La mais carrière de dans ces dictateur également. et alors, il y a effectivement, c'est pas à 67 ans que je vais entamer une carrière de dictateur. Sur
sur l'Europe, il y a le fameux, c'est pas en sautant comme un cabri en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe que voilà, on va faire cette Europe-là. Il y a encore des formules, des mots, quand il traitait tel ou tel de tracassin, ou qu'il disait que bon, l'Europe supranationale, on aura la langue, ce sera le volapuc. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de De formules. Gaulle, l'homme du 19e siècle, en tout cas concernant son successeur Pompidou, vous évoquez sa subtile ironie et son humour froid. Alors rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire. De Pompidou ou Oui, de Gaulle? à On a- Pompidou, Ah, Pompidou. brillant dilettante, mais gros lecteur, passionné de Oui, poésie et non, d'art non, moderne. mais c'est vrai que c'est sans doute le plus cultivé des 8 présidents de la Ve République, d'une part, bon, parce que il a eu ce parcours de normalien et d'agrégé de lettres, au point d'ailleurs d'avoir cité Éluard dans une conférence de presse quand il était interviewé sur le suicide d'une enseignante, Gabrielle Russier à l'époque. Mais ouais, moi, j'ai adoré une nouvelle de Pompidou qu'il avait écrite en 71, président, pendant ses vacances, donc sur mai 68, donc 3 ans après. Ça s'appelle Girondas, et c'est vraiment mai 68, passé à vraiment au scalpel de l'humour de Pompidou, qui fait dire au collégien qui est sanctionné par son professeur, au point que cette sanction provoque finalement mai 68, ça prend une proportion, ça part d'un petit établissement en province, et puis ça prend une dimension nationale. Les syndicats, évidemment, se mettent en grève. Enfin bon, c'est la grande protestation. Et Pompidou fait dire à cet écolier qui répond à sa mère: oh là là, Pompidou, quand je pense que ton père a voté pour lui, et l'écolier qui est le plus nul de la classe, tout en étant délégué de classe, quand je dis Pompidou, dit mais t'occupe maman, Pompidou c'est un minus. Bon voilà, Pompidou écrit ça de lui, c'est bon, c'est quand même une preuve quand même de distance, parce que c'est ça l'humour finalement. C'est la distance que l'on met par rapport à une réalité, par rapport aux gens, par rapport aux événements. C'est ce qui permet d'ailleurs souvent au président justement d'avoir de la distance et de tenir un peu le coup. Sinon, Oui, c'était pas un vrai premier de classe, il avait du second degré, quoi. Il est. il n'avait pas il n'avait pas le mépris non seulement aristocratique, mais du polytechnicien Giscard, hein. Pompidou était resté quand même de basse extract, comme il disait, donc d'extraction quand même très modeste. Modeste, ouais, fils de paysan. Oui, c'est ça, fils de paysan, ce qui avait fait dire une fois d'ailleurs à Giscard méchamment, mais Pompidou, c'est bien celui dont le grand-père couchait avec les animaux, n'est-ce pas? Vous voyez jusqu'où peut aller l'humour, c'est quand même voilà, une férocité. Alors, un autre Auvergnat, mais dans un tout autre genre, donc celui qui a succédé à Pompidou, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, le grand bourgeois, lui était drôle malgré lui, n'est-ce pas? Alors, malgré lui, pas forcément, enfin, il avait un humour pince sans rire, assez pince sans rire, très évidemment très distancié aussi. Euh, Quand il disait à ses ministres, au Conseil des ministres, le total des espérances n'atteindra jamais le total des ressources, donc voyez, renoncer finalement à tout espoir bon, inconsidéré. Euh, oui, Giscard, il a eu, bon, il a eu de l'humour, mais moins que les autres. Ouais, ouais, c'est un humour qui était souvent calculé et qui l'a conduit parfois donc à valeur dans des émissions comme L'Oreille en coin, où là, on a vu qu'il pouvait effectivement avoir de l'humour, de la répartie. Une fois, par exemple, à une émission avec Laurent Ruquier, là, c'était le Giscard romancier qui était invité chez Laurent Ruquier, et Zemmour, à l'époque, qui était chroniqueur chez Ruquier, avait dit, mais attendez, cette phrase-là, vous écrivez que cette jeune fille avait des lèvres là et qu'elle sentait la framboise, c'est vraiment digne d'un adolescent de 14 ans. Et Giscard avait répondu, mais c'est que vous avez vieilli trop vite, monsieur Zemmour. Bon, vous voyez ce genre de petites réparties. Mais bon, ça ne met pas Giscard dans mon best-of des présidents humoristes. Même si, même si il y a des petites choses qui l'amusaient beaucoup. Par exemple, comme c'était le roi de la TVA, il se flattait d'avoir inventé la TVA au niveau mondial. Euh, il riait beaucoup d'une fameuse TVA qu'il avait appliquée
aux escalopes de dinde et qu'il avait ensuite, comme ministre des Finances de Gaulle, étendu aux lapins. Et ça le faisait hurler de rire, cette TVA, vous voyez, bon, on s'amuse comme on peut. François Mais Mitterrand et lui encore. pour en finir avec Giscard, il y a quand même ce mot terrible de Gaulle, quand Giscard voulait lancer un emprunt, et il avait dit, tiens, on pourrait lui donner le nom d'Estaing, l'emprunt d'Estaing. Et de Gaulle avait dit, c'est un joli nom pour un emprunt, en faisant évidemment allusion à l'histoire de la famille de Giscard d'Estaing, dont on dit qu'ils avaient acheté voyez, La partie, là, oui, le titre de noblesse. voilà. Donc, très beau mot de Gaulle. Joli nom pour un emprunt. Alors peut-être l'un des moins drôles de la Ve République, de ses présidents, François Mitterrand. Les Français ont plutôt le souvenir d'un homme assez froid, distant, Oui. peut-être à cause de la maladie qu'il a cachée aux Français dès lors qu'il a été élu. Il préférait rire lui-même que faire rire, dites-vous. Oui, c'est ça. Même si je raconte au début du chapitre une histoire que lui-même a racontée, euh, qui m'a été léguée, si je puis dire, par une archiviste remarquable de François Mitterrand, Françoise Carle. Mais bon, je ne vais pas raconter l'histoire, elle est assez grivoise. Mais bon, c'est vrai qu'il préférait rire que faire rire. Rire donc avec toutes les histoires que lui racontait, c'est connu, hein, son beau-frère Hanin, ou son Roger Hanin, le comédien, oui. Roger Hanin, comédien, ou le fou du roi, là, Charras, Michel Crépeau aussi. Enfin bon, c'est vrai qu'il aimait plutôt rire. Alors, s'il a fait rire ou s'il avait de l'humour, c'était avec sa fille Mazarine, qui m'a raconté quand même comment était Mitterrand dans leur intimité. Oui, il taquinait, quoi. C'était un. Où là, Mitterrand, on n'imagine pas Mitterrand faisant le petit train avec sa fille. Il faisait tchou 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 en tournant autour de la table. Bon, on n'imagine pas du tout Mitterrand dans ce jeu-là, ou quand il jouait à cache-cache avec elle, ou quand il. Bon, mais là, c'était le père qui se mettait à la portée de l'enfant, et donc les enfants aiment bien l'humour. Pour le reste, c'est vrai que Mitterrand a cultivé, et il le revendiquait d'ailleurs comme une méthode de pouvoir, le secret. Alors la distance, le secret, c'est plus proche j'ai oublié son nom à l'instant. Attali. Non, le patron, l'ancien patron des G7, bon, disait que il le voyait tous les jours, il le connaissait depuis des dizaines d'années, et il ne connaissait, dit-il, que 10% de la personnalité de Mitterrand. Mm. Donc Mitterrand jouait sur tous les tableaux. Il a dit lui-même une fois à Paul Amar, c'était au moment de se représenter en 88, Paul Amar lui avait demandé, mais alors on a eu le Mitterrand de 81, on a eu le Mitterrand de 83, est-ce qu'on va avoir un troisième Mitterrand, etc. Et Mitterrand avait dit, si vous parlez de l'homme, vous pouvez même aller jusqu'à 7. Et vous voyez, il y avait autant de facettes. Ouais. Il y avait le Mitterrand aussi de la collaboration, parce qu'il avait dit à Attali, j'ai passé 3 semaines à Vichy. En réalité, c'était 18 mois. Oui. Oui. Alors oui, il a utilisé le mensonge sur les bons conseils de Machiavel et de Mazarin lui-même, hein, qui disait ruse, dissimule, etc. Enfin bon. Donc oui, il a menti sur les écoutes téléphoniques, il a menti sur l'argent d'ailleurs aussi. Bon, mais Sa sur maladie. alors la maladie, bien sûr, ouais, la maladie, même si ça lui a inspiré des formules qui ne manquent pas d'humour. Par exemple, je suis résistant. On ne pourra pas dire que je n'ai pas été résistant contre le cancer. Euh, ou, sur la maladie, oui, quand il était sorti de l'hôpital, ah, vous pensiez que, mais c'est pas passé au niveau du cerveau, vous savez. Mm, mm. Bon. Donc vous pensiez que j'étais fini, pas du tout. Euh, voilà, donc ce Mitterrand est resté, même s'il a levé un coin du voile à la fin, il est resté quand même. Il a utilisé, euh, il a utilisé le secret, la dissimulation et l'humour vachard quand même, hein. Euh, Il flinguait, oui. il flinguait, y compris dans son propre temps. Par exemple, Rocard, on lui avait demandé une fois quel serait qui vous verriez-vous pour vous succéder. Alors il avait dit, il avait cité des noms, Raymond Barre, même, enfin bon, d'autres, VGE, Mon Chien, Rocard.
Il citait Rocard après son chien. Enfin, vous vous rendez compte un peu de la férocité du personnage. Alors ensuite vient Jacques Chirac, hein, lui, il est vu par les Français comme bon vivant, rigolard. Est-ce que c'était un rôle qu'il se donnait, le président Chirac? Oui, Chirac, comme il le disait lui-même, je on ne me connaît pas bien, alors c'est vrai qu'il se donnait le rôle du beauf inculte. Et il disait, moi, j'aime surtout la musique militaire et bon. Et, et en réalité, c'était quelqu'un de très cultivé. Sarkozy avait d'ailleurs dit une fois, on dit que Chirac est bête et gentil, il est intelligent et féroce et Oui, méchant. il traduisait le russe dans le texte, et puis le président Poutine l'appelait le professeur. Oui, alors donc Chirac a eu un humour aussi assez varié. Encore une fois, il disait, j'aime bien passer pour un corneau au milieu d'imbéciles. Bon, euh, et donc il a effectivement joué beaucoup, y compris d'ailleurs dans ce qui fait sa marque de fabrique, c'est cette fameuse empathie à la Chirac qu'il faut quand même que j'analyse, hein, aussi, y compris dans un autre bouquin que j'ai fait sur lui, une enquête. C'est quand même une empathie qui a ses limites, hein. Elle est souvent calculée. Mais oui, oui, il a eu aussi énormément d'humour, pas simplement l'humour du militaire, hein, de l'ancien militaire, mais bon, il a, il a eu il a eu des formules, par exemple. Alors, il y a une célèbre, un humour grivois et paillard. Il y a cette fameuse algarade, enfin, ou apostrophe à Margaret Thatcher. Vous savez, en somme européen, je m'en souviens, puisque personnellement j'y étais d'ailleurs, où il avait dit qu'est-ce qu'elle me veut, cette ménagère, mes couilles sur un plateau. Et bon, ça c'était un terme qu'il employait très souvent. Euh, et voilà, donc ce Chirac, effectivement, a aussi manié l'humour comme une arme, hein, comme tous les présidents finalement. Ils ont tous. Les Guignols de l'info avaient su tourner son personnage en dérision jusqu'à le traiter de super menteur. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui. Alors bon, c'était pas Chirac lui-même, mais enfin, c'est vrai que euh, il arrangeait les faits à sa sauce. Et ses collaborateurs, d'ailleurs, j'ai connu enfin, deux de ses collaborateurs très proches, très très proches, qui parlait à propos des mensonges de Chirac, des mensonges entre guillemets, bon, des arrangements avec la réalité, on va dire, avec la vérité. Il appelait ça ses babouchkas. Ah, il nous a encore fait une babouchka aujourd'hui. Alors, babouchka, c'est parce qu'une fois, Schröder, le chancelier allemand, était revenu de Moscou et il avait dit à Chirac, tiens, il y a une babouchka, vous savez, une femme enfin une russe moyenne, quoi, qui m'a dit que pourquoi vous voulez nous attaquer, etc. Et alors Chirac ensuite a repris ça à son compte. Et alors il disait, voilà, quand j'étais à Moscou, en descendant du bus, une babouchka m'a dit, etc. Et donc il inventait comme ça. Alors, pour ses collaborateurs, c'était chaque mensonge de Chirac était une babouchka. Sarkozy, Marie-France quant à Garot, lui, n'est pas perçu comme quelqu'un qui aime l'humour, dites-vous, son qui ça, pardon, successeur. Nicolas Sarkozy. non. Alors, c'est pas qu'il n'aime pas l'humour, Sarkozy, mais c'est que même si il y a des scènes où il éclate de rire, par exemple à la télévision une fois Christine avec, Bravo. ouais, avec Christine Bravo, c'est ça. Il y avait une émission où Catherine Millet était là, était présente, et Christine Bravo avait montré un passage du bouquin Salas de Millet à Sarkozy, qui est parti d'un fou rire terrible, qui a duré un temps considérable. Bravo aussi, donc ça a été un grand moment de. Donc bon, on peut voir aussi Sarkozy et juger de l'humour de certains présidents, par exemple, quand on retrouve sur YouTube des enregistrements d'émissions avec, par exemple, Laurent Gérard ou Canteloup. Hmm. Laurent Gérard en particulier, dans son style bon, qui est évidemment assez direct, parfois un peu grossier, mais et on voit quand même Sarkozy éclater de rire, comme d'autres, hein, aussi, Hollande aussi. Enfin, et donc on voit que
ces présidents apprécient également l'humour. Alors, dans le cas de Sarkozy, c'est un humour plutôt, comme disait Brice Hortefeux, ça n'est pas un humour bienveillant, c'est un glaive. Il utilise l'humour comme une arme et comme un glaive. Et comme il dit, quand quelqu'un est blessé, on l'achève. Et l'humour, c'est une arme dans le combat politique. Sarkozy a toujours été dans le combat politique. Et donc, vous voyez, ça n'est pas un humour distancié. Il est, le, il est si peu distancié d'ailleurs que il est le premier président dans la Ve République à avoir inauguré d'une certaine manière la confusion entre vie publique et vie privée. Hein, on se souvient de ces histoires avec Cécilia, puis Carla et moi, c'est du sérieux. voilà, et la soirée de Fouquet, c'est bon, mélange vie publique, vie privée. Hmm. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Ça ne conduit pas, comme il l'explique lui-même dans ses bouquins, il a été tellement pris par ses histoires de cœur, enfin ses histoires personnelles, que ça lui permettait pas de prendre une grande distance quand même, à mon avis. Hein. Alors, vous présentez François Hollande comme le recordman du prix de l'humour, mais il avait quand même affublé un certain nombre de millions de Français de 100 dents. Donc, Ah, oui, alors bon, euh, Hollande a de l'humour, très fin. Il est quand même, il est intelligent. C'est quelqu'un qui a aussi, qui est, c'est un cynique surtout, non? pardon? Ce n'est pas un cynique. Mais bon, écoutez, ils le sont tous, hein, cyniques. Et je ne pense pas qu'il y ait de pouvoir à Hmm. ce niveau sans cynisme. Alors donc Hollande a un humour très fin. C'est un humour plutôt bienveillant, contrairement aux autres. Ce n'est pas un humour qui traduit sa force. Et d'ailleurs, au fond, son quinquennat était un quinquennat, même s'il a fait des choses, mais bon, et s'il a été marqué par des tragédies, les attentats, etc. Euh, c'est pas un humour qui traduit sa force, à mon avis, contrairement à d'autres qui s'imposent par une forme d'humour. De Gaulle, bon, s'imposait par son humour vachard. Alors, l'histoire descendant, bon, faut peut-être situer le contexte, mais enfin, c'est quand même une vengeance de son ex, Valérie Trierweiler. Après, il faut contextualiser. Alors, c'est peut-être pour l'excuser, mais dans quel esprit avait-il dit ça quand il l'a dit? Est-ce que, vous voyez, est-ce que c'était vraiment au premier degré? Est-ce que, bon, Sarkozy, comme Macron d'ailleurs ensuite, ont eu des propos sur les Français qui étaient plus Autrement rudes, plus violent, oui. plus violents. Bon, les cendants, est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce qu'il l'a dit on peut aussi bien le dire dans un sens de compassion. Mais là, ça a été, enfin, Valérie Trierweiler l'a vendu comme étant une vacherie de Hmm. Hollande vers les pauvres gens. J'ai un peu de peine à le croire, franchement, mais bon, Est-ce que chacun. vous avez repéré, est-ce que vous avez trouvé un trait d'humour chez l'actuel locataire de l'Élysée, François, non, excusez-moi, Emmanuel Macron? Un trait d'humour chez Macron. Bon, il y a le fameux, quand il était, là aussi j'avais entendu, quand Hollande, il était donc collaborateur de Hollande à l'Élysée, et Hollande avait sorti sa fameuse taxation à 75%. Et Macron avait dit les 75%, c'est Cuba sans le soleil. Bon, c'est aussi une très belle formule. Ou quand il dit les deux grands partis, à l'époque, maintenant il essaye de les, de les confondre en un seul peut-être, mais les deux grands partis, c'est l'amicale des boulistes, mais sans amitié et sans les boules. Voilà des petites formules qui ne manquent pas d'humour hein, dans le contexte politique. Et je pense que d'après certains de ses collaborateurs, très proches aussi, euh, il, euh, il a de l'humour, mais il ne l'exprime pas là, maintenant, enfin depuis qu'il est à l'Élysée, pour des raisons que l'on peut expliquer rapidement. Euh, D'abord, Il fait tout pour se rendre les conditions très difficiles aussi, hein. il est, ouais, il est le, bon, peut-être, mais À ceux qui ne sont rien, les illettrés, il est d'un tel mépris envers les Français que c'est quand même oui, oui, alors, difficile de. c'est vrai qu'il a eu des formules
J'ai très envie de les emmerder à propos des non vaccinés. Bon, Oh merde, oui. Alors on pourrait mettre ça sur le compte de la, quand même de la. c'est un petit peu de la blague de gamin de cours de récréation, quoi. Certains l'appellent l'ado pas fini. Bon, Oui, bon, ado pas fini. Enfin, je pense que là, il montre qu'il est un petit peu, qu'il a passé le stade de l'adolescence avec la guerre en Ukraine, avec la il pandémie. était temps, ouais. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais sans être macroniste, je pense que effectivement, il n'a pas réalisé le quinquennat qu'il aurait souhaité pour Mm. des raisons qui ne tiennent pas uniquement à sa, à sa volonté ou son manque de volonté, hein. Les gilets jaunes, bon, la pandémie, quand même 2 ans difficiles, la guerre maintenant. Voilà, alors ces formules, elles ne sont pas toutes fausses sur le fond, en fait, mais comme, bon, ça ne se dit pas. Voilà, Mm. c'est considéré comme des agressions méprisantes. À juste titre, d'ailleurs, lui-même a reconnu hein, que effectivement. Alors, il s'est amendé parce qu'il y a un bout de temps qu'il n'a pas sorti ce genre de formule, à part le emmerder. Mais bon, De Gaulle aussi a utilisé le terme, et Pompidou aussi. Enfin bon, merde. Hein, euh, Pompidou, quand il était malade, donc à la fin. Ouais, c'était pas du tout dans le même sens hein, que ses prédécesseurs. Là, c'était dans un sens où il voulait faire du mal à ceux qui s'opposent à sa politique. Qui ça? Bah, les non vaccinés. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, faire du mal, il voulait forcer, Ouais. forcer. Oui. Bon, mais sur le fond, alors là, c'est un autre débat, mais sur le fond, ça se discute. Peut-être qu'il, oui, oui, il n'aurait pas dû voilà, sortir, se mettre dans cette posture-là. Mais sur le fond, on peut comprendre que le président, euh, convaincu que tous les Français doivent se faire vacciner, veuille forcer la main. Ça Bah, il avait qu'à rendre la vaccination obligatoire tant qu'il y était. Ouais, ouais. Bon. Bon, ouais, ouais. Voilà, donc, Xavier Panon, on arrive à la fin de cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le voici. Drôle de président de Gaulle à Macron, 60 ans d'humour. Merci Xavier Panon d'avoir été avec nous. merci à vous.